Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer, au nom de la représentation nationale, notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. Il faut, à un moment donné, apprendre à désobéir et structurer cette désobéissance pour qu'elle puisse obtenir des victoires significatives. C'est trop bien la plage. Ouais, magnifique. Ah oui, elle est très bien. Elle tombe bien celle-là aussi? Il est 18h16, donc attention, hein. Oui, c'est ça. Eh bien, bonsoir à tous. Non, mais je vais pas dire bonsoir. Salut à tous, on est là pour le 5e épisode de Faut qu'on en cause. Hop, alors, donc comme d'habitude, vous le savez, on est un collectif citoyen, bon, de lutte contre les inégalités. On essaye d'amener on essaye d'amener du fond à gauche. On essaie de réfléchir des questions comme celle d'aujourd'hui qui sont primordiales et qui sont d'une certaine urgence. On essaie d'amener une voix autonome, une voix qui est pas forcément très présente au Havre, parce que c'est très difficile en fait à mettre en place. Ça se voit pas comme ça, mais on travaille énormément et on est tous bénévoles, enfin on est des militants convaincus, mais c'est énormément de travail, de pression, de prise de risque pour pouvoir créer des espaces comme celui-ci et comme d'autres. Là on va reprendre bientôt les conférences, hein, la rentrée se prépare, vous en faites pas. Donc si jamais vous voulez nous aider, bon, déjà partagez le contenu, le commenter, essayez de faire qu'on soit le plus visible, ça nous aide. Mais il y a aussi la question monétaire, on n'y déroge pas. Donc nous aussi on est soumis à des questions de moyens. Là on en parle souvent, mais la nuit se couche de plus en plus tôt. On manque de caméras en ce moment, on manque de certains matériels pour certains projets où on sait que idéologiquement notre camp pourrait en bénéficier. Donc s'il vous plaît, on met le petit lien en bas. Là on est extrêmement crevés tous parce qu'on sort des mobilisations en ce moment, plus le travail, plus on continue à essayer de garder notre ligne du Havre des luttes, à avancer sur les projets de fond de l'année et pas lâcher. Donc voilà, si vous voulez nous aider et que vous nous lâchez un petit don, franchement pour nous c'est toujours une aide très précieuse. Voilà, merci beaucoup. Et ce soir, on a des invités très particuliers parce que ce soir, on va parler Palestine. Et donc ce soir, on a avec nous Nada Afiouni, qui est professeur et qui est aussi à la tête du collectif Palestine. Je ne vais pas avoir le nom entier, mais le collectif Palestine du Havre. Et puis Jean-Paul Lecoq, député PCF de la 8e circonscription du Havre, je ne me trompe pas. Parfait. Et bien c'est ça, et bien parfait. Et donc on va pouvoir parler ensemble de ce sujet qui nous touche tous et qui depuis de nombreuses années nous touche. Et voilà, on va développer ce soir. On est aussi avec Alex du Havre des Luttes. Salut. Salut. On n'a qu'un seul micro, c'est génial. Et ben déjà, en fait, on va peut-être commencer là-dessus, justement, sur le fait que cette lutte, elle est là depuis très longtemps dans nos cœurs. Toi, ça a commencé comment, Nada? Est-ce que tu peux nous dire? Alors, je vais répondre à ta question, mais je vais d'abord corriger un petit truc quand même. Oh là là, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est que tu as dit, je ne suis pas à la tête du collectif. Ah, tu fais parce partie, que, ouais, tu fais partie, il n'y a pas de parce que chef. le collectif, en tant que collectif, il n'a pas de chef. Et donc, moi, on va dire, mon attachement et mon militantisme pour la cause palestinienne, il date, je dirais, de mes 18 ans, de mes premières consciences politiques, de mes premières prises de conscience politique, parce que pour moi, c'était la quintessence de l'injustice et la colonisation sous une autre forme. Et c'est vrai que, par contre, avec ce qui s'est passé à partir de 2023, on a essayé sur le Havre de retrouver ces anciens militants, en fait, et ces anciens membres de l'association France-Palestine. Et c'est comme ça que, petit à petit, par mail, par téléphone, par SMS, certains avaient changé leur téléphone, en fait. Et on s'est quand même retrouvé dans une ville comme Le Havre, en fait, avec un passé assez ouvrier et assez militant. On a réussi à se retrouver et à se regrouper autour de ce collectif dont le nom, effectivement, est très long, mais qui s'appelle le collectif havrais pour une paix juste et durable entre Israéliens, Israéliennes, Palestiniens, Palestiniennes. On pourrait dire le peuple israélien et le peuple palestinien, pour faire plus court. Très bien. Voilà. Merci. Et toi, Jean-Paul? Moi, ça a commencé au même âge. Quand on prend conscience des injustices dans le monde. Moi, j'étais élève à Perret et à Schuman quand Mandela était encore en prison, quand il y avait la question palestinienne. Et donc, ces deux combats
Je les ai menés de front. J'étais adhérent à la jeunesse communiste et la jeunesse communiste avait, à cette époque-là, elle le reprend à nouveau, ces questions internationales. C'est-à-dire que c'était, parmi les communistes, la jeunesse communiste était beaucoup plus tournée vers l'international que mon parti, qui était internationaliste, mais le mouvement de la jeunesse était intéressant. Et moi, j'étais adhérent à la JC. Et donc, c'est là que j'ai découvert. C'est bien de poser la question, quand est-ce qu'on a commencé à s'intéresser à la question palestinienne, à défendre la cause palestinienne, etc. Parce qu'il y en a qui pensent que ça a commencé le 7 octobre, la question palestinienne. Donc c'est bien de se dire que bien avant, il y avait ce sujet-là, et que bien avant, il y avait des camps de Palestiniens, et que bien avant, il y a eu des morts, et que bien avant, il y a eu une armée ultra armée, qui tirait sur des gamins, qui jetaient des cailloux à l'envahisseur, etc. Et je pense que il faut rappeler ça, parce que sinon, il y en a qui sont en train d'effacer l'histoire, d'effacer une partie de l'histoire. Et ça, c'est pas permis. Nous, il faut qu'on rappelle que cette partie de l'histoire, on n'autorisera pas à l'effacer. Ça a été même après le 7 octobre, l'un des enjeux du camp de la défense, de la défense des droits des Palestiniens, de rappeler que c'est une lutte beaucoup plus ancienne, et de remettre au centre de la table la question coloniale aussi. Je me souviens au Havre des Luttes, quand le sujet a ressurgi de par l'impératif historique du moment, on s'était retrouvés dans quelques réunions, et c'est normal sous le moment complexe de compréhension, parce que la question palestinienne n'était plus aussi hégémonique dans le pays, donc c'est dur quand on défend une cause. Toi, tu sais, parce que ça fait longtemps que tu tiens les barres de cette cause, alors qu'elle a connu des moments quand même beaucoup plus difficiles pour la défendre. Et moi, je me souviens, on s'est retrouvés dans des réunions où c'était du tout égal par ailleurs, on comprenait pas trop, il y avait la peur ce qui peut se comprendre, la peur de se tromper avec l'antisémitisme, avec tout ça et tout. Et nous, on s'était dit déjà à l'époque, d'ailleurs aussi avec le collectif Palestine et tout ça, il faut mettre la question coloniale au centre de la table, remettre la Palestine dans son histoire, remettre la colonialité au centre de la table. Et c'est là où on avait fait venir Alain Grèche, on avait venir Tzedek et tout ça. Oui, alors moi ce que je voulais aussi, c'est vrai que ceux qui ont découvert la cause palestinienne, en fait, ou l'injustice que subit le peuple palestinien après le 7 octobre, il était très difficile au début d'installer en fait un dialogue avec eux, parce que leur curseur, le début de l'histoire chez eux, c'était le 7 octobre. Et là, au sein du collectif, on a eu des moments assez difficiles pour pouvoir justement trouver les mots justes, et aussi d'aller chercher les partenaires, je dirais, historiques, qui se sont toujours mobilisés, on va dire, contre l'injustice. Il était très difficile d'aller les chercher, parce que l'ambiance générale dans le pays, et l'ambiance politique, et le climat médiatique était vraiment une chape de plomb. Le moindre mot revenait en boomerang et donnait l'impression qu'on s'était transformé en des affreux... Enfin, tu en parles en passé, mais j'ai l'impression que c'est toujours un peu... En fait, tu sais, pour m'être vraiment mobilisée, mais toutes les semaines au sein du collectif, je sens qu'il y a quand même un changement. Il y a réellement un changement. Alors, il n'est pas suffisant, on est d'accord, mais les gens commencent à comprendre qu'il est nécessaire de ne pas mettre le curseur le 7 octobre. Et je pense que le travail de militants, de gens comme toi, d'organes comme le Havre des Luttes, a permis en fait de donner une profondeur historique, et pas hystérique, à ce qui s'est passé, et à contribuer à éduquer, à faire une petite éducation populaire sur ce qui se passe en fait sur ce lopin de terre depuis 1947-1948. Oui, et puis le fait que Israël commettre un génocide qui est visible en 4K par tout le monde. Mais tu sais, en parlant de génocide, je me souviens au début, la première année de la mobilisation, on avait peur d'utiliser ce mot entre nous. Pas en public, on l'utilisait, mais dehors, dans les manifestations, je me souviens même qu'à un moment, on avait demandé à quelqu'un de ne pas hurler génocide. Tellement on avait peur, en fait, d'accuser
Israël d'un génocide qu'on voyait quand même, on avait du mal à y croire. Mais maintenant qu'on a Amnesty International, je ne vais pas tous les citer, Human Rights Watch, l'ONU, les historiens, les spécialistes de l'Holocauste qui parlent eux-mêmes d'un génocide, je pense que ça a contribué à ouvrir le débat, mais aussi à ouvrir les esprits, à se poser des questions, de se dire oui, c'est quand même possible qu'un État qui est présenté comme un État démocratique, et je mets toujours démocratique entre guillemets, et je dis bien qui est toujours présenté comme démocratique, puisse commettre un génocide et qui puisse être poursuivi pour crime de guerre. Et là, avant, il y a un an, quand on le disait, franchement, je passais pour une espèce de folle furieuse. Et là, de voir quand même que c'est relayé par des instances internationales, ça, je suis triste d'avoir eu raison, en fait. Au collectif, on est malheureux. On aurait bien voulu se tromper, en fait. On aurait vraiment bien voulu se tromper et qu'on ne soit pas face à un génocide. Mais il est évident que ce qui se déroule sous nos yeux, c'est... Et là, peut-être je me tourne à Jean-Paul et je dis, nous les citoyens, on milite. On organise des rassemblements, des mobilisations, on utilise la culture, parce que la culture est aussi une arme. On essaye d'organiser des soirées, poésie, etc. Mais les politiques, si on n'a pas un relais politique, s'il n'y a pas des sanctions qui sont prises dans les instances politiques contre Israël, on peut toujours dire et avoir raison de dire, mais eux, ils continuent à faire. Mais oui, mais et parfois, le génocide est en cours. Alors là qu'on est en train de parler, même s'il y a eu un blocus total, il y a très peu d'informations là qui sortent de Gaza. Moi, je suis énormément les réseaux sociaux, mais là, on a un espèce de blackout. Ça fait 12 heures, on ne sait pas trop ce qui se passe à Gaza. Si, on le devine, malheureusement. Oui, mais parfois, même les relais politiques sont cornerisés quand ils prennent parti. Jean-Paul, tu peux en parler, mais tu vois, quand on voit ce que subit Rima Hassan, qui était venu grâce à vous au Havre, c'est vraiment une question. Il y a un vrai sujet. Il y a ce qui se passe à Gaza. Il y a ce qui se passe en Cisjordanie, parce qu'on parle beaucoup de Gaza, parce que le projecteur est sur Gaza, mais la colonisation qui se poursuit, etc. Il y a les déclarations de Netanyahou qui dit que de toute manière, il n'y aura plus de Palestiniens sur ce territoire-là. Quand Netanyahou dit qu'il n'y aura plus de Palestiniens, et quand Trump on est en droit de se demander comment il n'y aura plus de Palestiniens. Est-ce qu'il va les tuer, les assassiner? Est-ce qu'il va les pousser jusqu'en Jordanie ou à l'extérieur, etc. Et ils ont ressorti des vieilles thèses religieuses. C'est pour ça qu'ils nous interdisent. C'est le paradoxe de cette situation. C'est-à-dire quand on veut expliquer la situation précisément, en rappelant qu'ils s'appuient sur des vieilles thèses religieuses. Moi, j'ai cohabité, façon de parler, avec Meir Habib, député de Netanyahou à l'Assemblée nationale française. Eh bien, Meir Habib, il remonte à la Judée-Samarie, etc. Il y a 4000 ans. Et je dis, bah oui, il dit, il y a 4000 ans, il y avait des juifs et tout. Ouais, bah, il y avait des juifs, ils étaient aussi palestiniens. Donc, si on remonte tout ça, donc, on en est là. Et dans leur thèse, la terre promise, elle est beaucoup plus grande que Israël actuellement, et la Cisjordanie, et Gaza, beaucoup plus grande. Et donc, on fait quoi? On regarde les choses se faire, où on dit il y a un droit international et il va falloir qu'il s'applique, etc. Aujourd'hui, les crimes qui sont commis, la complicité de ceux qui n'agissent pas. Parce qu'à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Ça, ouais. Moi, je suis citoyen français et j'ai honte dans mon pays qui est complice de ces crimes. Quand je vois le peuple espagnol et le Premier ministre espagnol qui salue la manifestation du peuple, même qui empêche le Tour d'Espagne, etc., d'arriver, etc., et qui salue en disant que c'était la fierté de l'Espagne, que le peuple est la fierté, et que chez nous, on a tout fait pour judiciariser la solidarité avec le peuple palestinien. C'est-à-dire, tu mets un drapeau, t'es antisémite. Tu critiques la politique d'Israël, t'es antisémite. Tu rappelles que c'est une thèse religieuse, etc., t'es anti-juif, t'es antisémite. Et on multiplie comme ça les exemples. T'es étudiant, tu veux aborder le sujet, tu demandes une salle à ton université parce que tu veux parler de la question palestinienne, t'es antisémite. Il faut qu'à un moment donné dans notre pays, on mène aussi le combat
de la liberté d'expression, de la possibilité de critiquer la politique d'un pays, de tous les pays, mais pas sauf un, de tous les pays, y compris d'Israël. Et puis, parce que c'est cette bataille-là, c'est-à-dire que la bataille, elle concerne les Palestiniens, elle concerne les peuples du monde, et elle nous concerne, nous, en France. C'est une particularité, on est dans une situation assez bizarre. Les États-Unis qui soutiennent Israël, ils n'ont pas empêché leurs étudiants de manifester dans les facs. Alors ils ont sanctionné, ils ont tapé. Ouais, non, mais mais ça n'empêche que le peuple américain, ça a résisté quand même sur les. Chez nous, il n'y avait plus de manif. C'était très compliqué. Et puis nous, il y a aussi une complicité sur les armes. Alors, je mets de côté les ventes d'armes, mais évidemment, il y a cette complicité-là. Et moi, j'espère que la justice, parce que, vous savez, il y a le temps actuel, puis il y a le temps demain. Le temps demain, ça va être le temps judiciaire. Il arrive toujours après, le temps judiciaire est plus long, etc. Mais la Cour internationale de justice s'est saisie, les criminels devront être jugés et les complices devront être jugés. Et ceux qui n'ont rien fait devront être jugés. Et c'est pour ça que le gouvernement, à chaque fois, et c'est pour ça aussi qu'Emmanuel Macron va aller à l'ONU reconnaître l'État palestinien et dira « j'ai fait quelque chose ». Pendant ce temps-là, tu vends des armes. Pendant que tu vas prendre la parole à l'ONU, tu vends des armes en Israël et tu soutiens. Et les derniers communiqués, mais on est au mois de septembre, là, les derniers communiqués du Quai d'Orsay, du bout des lèvres, on condamne la frappe à Doha. Alors du bout des lèvres, et puis dans le communiqué, il est très court, on fait presque la moitié du communiqué en condamnant la situation du 7 octobre. Encore. Mais on dit que c'est contraire au droit international de frapper Doha, un pays étranger, etc. On condamne. Là, il y a une flottille, parce qu'il faut... La question de la flottille, de Rima Hassan, etc., c'est quand même la façon dont elle a été critiquée. Moi, j'ai fait la deuxième flottille pour Gaza. La première, c'était sous Sarkozy. La première, elle a été bombardée. Il y a eu des blessés, des morts dans cette flottille. La première. Moi, j'ai fait la seconde. Elle a été sabotée. Dans le port du Pirée, etc., les hommes grenouilles israéliens sont venus saboter les bateaux, etc. Il y avait toute cette... Quand vous êtes préparé pour être dans une flottille, et Rima Hassan a vécu la même chose, parce que tous ceux qui vont dans la flottille, ils vivent la même chose. On se prépare à être face aux soldats israéliens. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Quand on présente Rima Hassan comme quelqu'un qui est allé faire un sketch, en allant une croisière, en allant à Gaza pour faire de la communication. Vous croyez que quand on va sur un bateau face à l'armée israélienne, on fait de la communication, on fait une croisière, on sait qu'on y va, on ne sait pas si on en revient de cette situation-là. Et personne ne va dans la flottille pour Gaza avec l'état d'esprit ludique, etc. Tout le monde sait que c'est un engagement fort, que c'est un engagement de sa personne, et y compris... comme des résistants, etc., qui savent les risques qu'ils prennent, mais qui considèrent que la cause nécessite qu'on prenne ces risques-là pour défendre la vie des gens, etc. Et moi, quand je vois la flottille qui se prépare, la grande flottille qui se prépare, on est au bord de la mer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait ce film, je crois que c'est le jour le plus long, où ce soldat allemand de son blocos voit la mer couverte de bateaux. Moi, j'aimerais que les Gazaouis vivent ça. J'aimerais que les Gazaouis ils soient sur la plage de Gaza, sur les plages, et qu'ils voient la mer couverte de bateaux, de cette flottille qui vient les sauver, qui vient les nourrir, qui vient les soigner. Et que cette flottille... Ah, bon, je te laisse parler, on va en passer. Et que cette flottille, moi j'ai demandé à nos autorités, à l'État, je dis, votre dignité, ce serait d'escorter cette flottille et de proposer à l'ONU une escorte internationale de cette flottille. Un bateau de guerre par pays qui entoure la Méditerranée. Un bateau algérien, un bateau espagnol, un bateau français, un bateau... Et que tout ce monde-là encadre la flottille pour aller jusqu'à Gaza. Ça aurait du sens. C'est pas une déclaration de guerre à Israël, c'est des civils vont à Gaza et nous les protégeons parce qu'ils vont sauver des civils et parce qu'ils vont sauver un peuple. Et tu soulèves une question dont je me permets de rebondir parce que justement, moi, ce qui m'atterre avec la question palestinienne, surtout
de là où on se situe, c'est-à-dire Wavre, sur les plages de Normandie, on a choisi ce lieu, donc on l'explique par rapport justement à la flottille, parce qu'on trouvait que voilà, faire cet épisode sur notre paysage maritime à nous, en hommage au courage de toutes les personnes qui font ça et en hommage à la Palestine, ça nous paraissait important. Mais moi, ça me paraît aussi important parce qu'on a quand même une histoire dans laquelle, à un moment donné, il y a eu une unité internationale qui s'est faite autour du fait de sauver nos pays du fascisme qui s'abattait sur nous, qui était justement lui-même producteur d'un génocide horrible, qui s'en est pris à plusieurs populations, qui s'en est pris aux juifs, qui s'en est pris aux homosexuels, qui s'en est pris aux gens du voyage. Et c'est une histoire. En plus, moi, tu sais, je suis profondément du camp de gauche, mais même quand je vois des gens plutôt du centre, plutôt de ce qu'on appelle la droite modérée et tout ça, c'est quelque chose qui baigne notre histoire depuis l'enfance, ou à l'école, dans les références historiques. Et jamais il n'est envisagé pour Gaza et pour la Palestine, alors que c'est envisagé pour tous les autres conflits qui se passent ailleurs dans le monde et dans lesquels on a des rapports avec, il n'est jamais envisagé qu'on interroge la question stratégique, qu'on interroge la question sécuritaire. Et je ne dis pas ça en termes guerriers, je suis profondément convaincu qu'il faut éviter toute guerre. Toute guerre qu'on ne fait pas, c'est une guerre qui n'a pas à gagner, et c'est déjà une victoire. Mais on ne l'interroge pas face à ce peuple. Et je voulais savoir, justement, toi Nada, plutôt en tant que militante, et toi Jean-Paul, en tant que député qui est au sein des instances du pouvoir et qui a une meilleure vue sur, voilà, vous représentez quand même aujourd'hui deux instances de la société très importantes dans la lutte palestinienne. Quel est votre point de vue et votre ressenti sur cette question-là dans la société du fait qu'on n'interroge pas ces questions-là sécuritaires et que ce soit absent du débat, et que ça nous semble par contre une évidence et une victoire quand il s'agit de notre histoire et de nous. Voilà. Alors, en fait, je pense que quand il s'agit de questions liées à Israël, on a en France particulièrement, et là si je le compare par exemple à l'Espagne, on a une espèce de paralysie et un poids du passé qui nous leste. Et qui même parfois nous muselle et nous aveugle. Et je le dis parce que je compare ça par exemple au Royaume-Uni, qui n'est pas exemplaire non plus sur ce qui se passe là-bas, mais par contre où la parole et où la réflexion est beaucoup plus poussée, où l'esprit critique est beaucoup plus présent. Par exemple, le traitement médiatique, la BBC, il n'est pas exemplaire du tout, le traitement médiatique par rapport aux événements qui se déroulent en Palestine. Mais il y a des voix qu'on entend, des voix puissantes, qui critiquent cette perspective prise par la BBC. Chez nous, on n'entend pas des voix critiques, bien sûr, des voix militantes, des voix marginales sur des médias alternatifs, ici. Oui. Mais on n'entend pas dans le mainstream des critiques de ce traitement médiatique. Et ça, tu vois, ça rejoint un peu ta question. Parce que par rapport à ce qui se déroule, on ne réfléchit pas de façon habituelle, critique, comme on pourrait le faire dans le cas d'autres pays. Alors les raisons sont multiples. Mais moi, je pense que le poids de la culpabilité de la Seconde Guerre mondiale, on la porte en France beaucoup plus que, par exemple, chez nos voisins espagnols ou chez nos voisins britanniques. Et ça, il ne faut pas perdre ça d'esprit. Et à chaque fois que j'en parle, je prends beaucoup de précautions. C'est un peu comme un trauma. C'est comme quand tu parles à quelqu'un qui tu sais qu'il est traumatisé. Et donc, tu ne peux pas le brusquer, mais en même temps, il faut quand même lui dire « Réveille-toi ». Tu vois, je sais que c'est lourd à porter, mais en même temps, il y a aujourd'hui un drame qui se déroule devant nos yeux, et la France qui se dit porteuse de lumière et de droit et d'égalité ne peut pas, en fait, ne peut pas rester muette et silencieuse, parce qu'elle perd toute crédibilité, non seulement sur le plan international, mais aussi sur le plan national. Et je trouve que c'est même dangereux pour la politique elle-même et pour les valeurs auxquelles moi je crois, en fait. Mais cette façon médiatique, politique, de fermer les yeux, de perdre tout esprit critique, de perdre de vue les valeurs qui sont les nôtres, en fait, des valeurs d'égalité, de solidarité, eh ben, ça fragilise beaucoup le politique et ça met en danger, en fait,
je dirais tout le discours de gauche, parce que là, on voit un peu qu'il tient pas vraiment, ou qu'il n'est pas assez solide, ou la colonne vertébrale, elle n'est pas là, elle n'est pas musclée en tout cas, et ça laisse la place à du populisme d'extrême droite qui arrive rampant, en fait. Je sais pas. À la France, tu l'as pas cité, mais il y a l'Allemagne aussi. Hein. Oui. Parce que quand on est intervenu et qu'on intervient et qu'on met la pression à gauche chez nous dans l'hémicycle pour que les accords entre l'Union européenne et Israël soient pour le moins suspendus, si ce n'est rompus, c'est l'Allemagne qui réagit et qui ne veut pas, etc. Alors qu'il faut l'unanimité, et donc c'est pour ça qu'on en est à dire. Moi, j'ai ma dernière intervention qui date de quelques jours c'est la rupture des accords déjà entre la France et Israël, puisqu'on n'arrive pas à le faire à l'échelle européenne. Déjà, nous, ce qu'on a comme relation, déjà on peut suspendre et rompre cette relation. Moi, sur les questions sécuritaires, moi je pense que, c'est la sécurité de qui ? Parce que je pense que le peuple palestinien a besoin d'urgence qu'on le protège, d'urgence. Moi, j'étais à l'ONU quand la première délégation, j'avais rendez-vous avec le secrétaire général de l'ONU, quand la première délégation israélienne est venue. Le secrétaire général de l'ONU, il sort du bureau de cette réunion, il avait rendez-vous avec moi et puis la petite délégation de l'Assemblée avec qui j'étais. Il me regarde et il me dit bonjour, et il me dit « Je suis un antisémite ». On venait de lui dire qu'il était un antisémite. Et au secrétaire général de l'ONU, parce qu'il n'a pas donné quitus à la délégation israélienne qui venait lui expliquer la situation et qui venait lui expliquer tout ce qu'ils allaient faire. En France, c'est un peu ce que le peuple de gauche a vécu après le 7 octobre. C'est-à-dire que le moindre homme politique, femme politique, et les Insoumis en ont bien dérouillé là-dessus, qui osait dire mais il se passe quelque chose et c'est peut-être une réaction du peuple palestinien, etc. Je n'utilise pas les mots qui ont été utilisés, résistance, machin et tout, mais réaction. Tout de suite, c'était des accusations fortes et douloureuses. Quand on est à gauche, vous êtes accusé d'antisémite, de raciste, etc. Alors que notre essence, notre sang, il coule justement pour l'amitié entre les peuples, donc on ne peut pas nous accuser, c'est contraire à la nature, à notre nature, cette accusation-là. Et elle a fait très mal dans le militantisme pendant la période qui a suivi les mois, ça a mis des mois, avant que l'on reprenne, avant que l'on reprenne les échanges, etc., dans la clairvoyance, la lucidité, de dire regardons ce qui se passe et réagissons. En hommes et femmes de gauche, réagissons avec nos valeurs, avec notre histoire, avec notre combat historique de solidarité avec le peuple palestinien, etc., et contre la colonisation, contre toutes les colonisations. Je ne peux pas ne pas citer celle du Maroc, avec le Sahara occidental, parce que tout ça, c'est dans le même temps, et c'est y compris des documents religieux dans les deux cas. Et donc, on ne peut pas avoir ce monde qui mute et qui va donner aux puissants la possibilité de dire « ici, c'est chez moi ». Et alors, l'exemple extraordinaire, c'est l'élection de Donald Trump, qui, à peine arrivé au pouvoir, dit « je veux ça, je veux ça, et je veux ça, ce sera chez moi ». Le Groenland, le Canada, etc. Ça va pas, non? Et Panama, ça va pas. Et s'il peut faire ça, c'est qu'on est entré dans un monde où la raison du plus fort sera celle-là, et du plus puissant, et où les peuples ne reprennent pas la main là-dessus. Et je crois que c'est ce qui, chez nous, c'est notre danger en France. On est en danger parce que justement la population n'a pas encore repris la main sur ce moment que l'on a passé et ne se ressaisit pas du combat palestinien d'avant le 7 octobre. Moi j'avais fait, avant le 7 octobre, à l'Assemblée nationale, une résolution parce que les lois israéliennes étaient des lois d'apartheid. La loi État-nation du peuple juif, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire, hein, État-nation du peuple juif. Donc ça veut dire les autres, vous n'êtes pas des citoyens.
Et cette loi-là, moi, je l'ai analysée, etc. Et j'ai dit, voilà, ils entrent dans un régime d'apartheid. Il y aura deux façons de traiter les gens en Israël. En plus, à l'époque, quand toi tu soulèves le sujet, déjà, tu t'en prends pas mal dessus. Alors, je m'en prends à droite. J'étais pas surpris. Oui, voilà. Mais là où j'étais un peu surpris, c'est quand je m'en prends à gauche. C'est ça. C'est-à-dire des gens de chez nous, des insoumis, des socialistes, moins des écologistes qui étaient un peu plus lucides sur le sujet, il y en a eu, mais des communistes qui réagissent en disant « Ah, c'est peut-être un peu fort, etc. » Mais je dis « Tu peux pas utiliser le mot race ». Bah, j'ai dit, c'est dans les textes des Nations Unies. Ah ouais, mais on peut pas dire que c'est lié à la race, Israël, tu comprends, c'est une démocratie, etc. Mais je dis, je vous explique, j'ai pas pris, ce sont pas mes mots, ce sont les mots du droit international. J'ai dit, et on voulait pas que je publie cette... ça a été compliqué, ça a été violent. Quand c'est à gauche qu'on te traite d'antisémite, des fois quand c'est dans ta force politique, dans ta propre force politique, t'es pas en droit d'apprécier le moment, quoi. Sur les, mais en même temps, ce combat-là, il était nécessaire. Et après, quand il y a eu le 7 octobre, eh ben, ça a été encore plus compliqué. Moi, je crois je parlais tout à l'heure de la flottille et de l'escorte, il y a aussi les moyens des forces d'interposition. Comment se fait-il que la France, membre permanent du Conseil de sécurité, qu'aucun État membre permanent du Conseil de sécurité ait suggéré qu'on mette une force d'interposition? Pourquoi est-ce qu'on laisse Israël broyer Gaza? Parce que on va broyer, on va détruire, on va broyer, ils sont dedans. Il y a les chars et les bulldozers. Ils sont en train de tout détruire, tout. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des casques bleus? Pourquoi? Alors, je sais qu'il faut l'autorisation d'Israël pour les envoyer, etc. Mais ça devrait être la pression, ça devrait être le combat. Le président de la République, Macron, il va reconnaître l'État palestinien. Eh bien, sauvons ce qui reste. Mais sauvons ce qui reste. En même temps, demandons une force d'interposition entre... En même temps, vous reconnaissez l'État palestinien, puisque vous le reconnaissez, monsieur le président de la République, eh bien, protégez-le et organisez tout de suite à l'ONU une rencontre pour que l'on s'organise pour protéger les espaces que les Palestiniens maîtrisent encore. Et puis après, on va discuter de comment on récupère ce qui a été colonisé, ce qui a été volé aux Palestiniens et comment on fait en sorte que ces deux États puissent vivre ensemble. Quelle protection ils auront, plus l'un que l'autre, hein, parce que pour l'instant, les plus faibles sont quand même les Palestiniens, c'est pas les Israéliens. Et donc, comment on travaille là-dessus et comment on travaille avec l'environnement immédiat, parce que ils ont tiré sur le Liban, ils ont tiré sur la Syrie, ils ont tiré sur le Yémen, ils ont tiré sur l'Iran, ils ont tiré sur le Qatar. Ils tirent sur tout ce qu'il y a autour. Il y a un sujet quand même. Mais justement, moi, ce que je ne comprends pas, on va en parler, mais moi j'ai vu plusieurs documentaires sur le projet du Grand Israël par certains groupes vraiment très penchés sur la question et c'est absolument flippant de voir le projet et comment en fait les pays autour ne s'insurgent pas et ne font pas justement groupe pour arrêter ça en fait. C'est quoi les tensions qui font que... Vous savez, Vas-y, parce que en fait, je vais pas répondre directement à ta question parce que ta question, tu vois, c'est voilà, Jean-Paul va te répondre à ta question, mais c'est en fait tu demandes ce que font tous les autres pays arabes autour, en fait. Ouais. Et je te renverrai la question, que font les questions, qui font encore tous les autres. Mais en fait, chacun, tu peux pas les mettre tous dans le même panier. Déjà, comme tu peux pas mettre tous les pays européens dans le même panier, chaque pays a sa propre problématique, aussi bien problématique intérieure que sa problématique vis-à-vis des États-Unis, parce qu'on dit Israël, mais en fait Israël sans l'argent américain ne peut pas mener une guerre. Européen, c'est plus de 30% du flux commercial israélien, c'est quand même l'Europe. Moi, c'est en ça que la question stratégique, sécuritaire et économique, je suis bouleversé qu'elle ne soit même pas abordable, quoi. C'est pour ça que Jean-Paul, quand tu parlais d'intervention, peut-être pas militaire, mais pour sécuriser la flottille, je me dis, mais commençons d'abord par beaucoup plus simple. Commençons déjà par demander qu'il y ait des journalistes internationaux qui soient admis là-bas. Tu vois, je demande même pas une flottille. Moi, je veux juste 5 agences de presse internationales qui puissent être présentes là-bas pour qu'elles puissent témoigner de ce qui se passe à l'intérieur. Parce que la parole des Palestiniens, apparemment, ne vaut rien.
comme leur vie d'ailleurs, parce qu'il y a beau avoir des journalistes palestiniens qui, au prix de leur vie, nous ramènent des images de là-bas, elles passent jamais sur les grandes chaînes, sur les télés. Et ça, déjà, en soi, c'est un truc inacceptable. En deux, le fait que Israël continue à faire ce qu'elle fait, parce qu'elle n'est pas sanctionnée, en fait. Parce que quand tu attaques des pays souverains comme ce que tu viens de citer, le Qatar, le Yémen, l'Iran, le Liban, malgré des accords de cessez-le-feu avec le Liban, mais qui sont régulièrement, presque toutes les 48 heures, violés avec des villages entiers qui encore aujourd'hui sont en train d'être mis à terre par des drones israéliens, parce que ça aussi, cette nouvelle guerre, il n'y a même pas d'humains derrière, en fait, dans cette destruction. Donc là aussi, on se dit... Pourquoi il n'y a pas de sanctions? Pourquoi les sanctions ne sont pas prises au niveau européen, mais même au niveau français? Je n'ai pas de réponse, moi, à cette question. Ah oui, parce que quand on pense que même Olivier Rafovitz, qui est quand même le porte-parole de Tsahal, peut parler à la télévision française, c'est hallucinant. On est dans un... Je suis pas assez près. Non, mais c'est juste, la situation est hallucinante. Et elle ne porte pas, en fait, à donner l'écoute au peuple palestinien, parce qu'en fait, on n'écoute qu'une seule version des faits. Et puis les Palestiniens, c'est juste sur les télés, sur les grandes chaînes françaises, les Palestiniens, c'est des chiffres, les Palestiniens, c'est des statistiques, ou les Palestiniens, c'est des gens armés où on ne voit pas leurs yeux, en fait. Ou éventuellement des décombres. Il est très difficile de s'identifier à un Palestinien parce qu'on ne l'a jamais vu. On ne s'identifie pas avec des chiffres, on ne s'identifie pas avec des décombres. Et c'est vrai que tout ce travail que les médias ne font pas, nous, militants, on essaye de le faire. Mais qu'est-ce qu'on est par rapport au rouleau compresseur des grands médias? Et c'est vrai, c'est quelque chose qui pêche parce que là, par contre, pour avoir regardé des télés britanniques, on a quand même une image, par exemple, le Channel 4, qui n'est pas non plus très regardé, mais qui est quand même une des chaînes, et même la BBC, il y a des reportages de Palestiniens, on voit leur vie, on les entend, et on garde leurs paroles et c'est traduit. Et j'attends avec impatience d'avoir des reportages sur des heures de grande écoute, sur les médias. Sur les grands médias. Ouais, sur les grands médias. Quelque chose de ce style-là par rapport aux Palestiniens. Mais... Oui, c'est vrai qu'on a eu quelques témoignages notamment un médecin d'une ONG qui a pu témoigner, heureusement, qui a témoigné, mais on n'a eu que ça. Enfin, depuis, on n'a pas eu beaucoup de témoignages. Moi, je suis par rapport à la question posée sur l'ensemble des pays et sur ce qu'ils font. Ils se prennent les bombes, ils se prennent les drones. Et ils réagissent pas. Moi, je mène le combat avec le peuple palestinien et avec le peuple sahraoui. Je vois souvent l'ambassadrice de Palestine et l'ambassadeur du Sahara occidental en France, enfin le représentant du Front Polisario. Les deux font une énorme confiance à l'ONU et à la communauté internationale. Parce qu'ils sont des faibles peuples, et ils disent que cet organisme a été créé pour protéger le plus faible. Et ils disent... On oubliera les droits de veto. Non, on est d'accord. Non, mais après, il y a tout ce fonctionnement-là. Vous lirez mon rapport là-dessus. J'ai fait un travail là-dessus sur le droit de veto et sur la réforme nécessaire de l'ONU. Mais quand vous êtes dans cette situation-là, que vous êtes le plus petit, que vous êtes le moins armé, que vous êtes... Qu'est-ce qui vous reste que la solidarité internationale, que le respect du droit international? Il vous reste que ça. Et donc, ça nous place, nous, en responsabilité par rapport à eux. Ça nous place, nous, en responsabilité. Nous, on est citoyens d'un pays membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, nous, en tant que citoyens d'un pays membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, ça nous donne, à nous, une responsabilité de dire à nos dirigeants, vous devez, nous vous sommons de protéger ce peuple-là. Et nous exigeons de vous qu'à l'ONU, vous preniez des dispositions. Sauf qu'en France, domaine réservé du président de la République, vous vous rendez compte? Cette question internationale, c'est du domaine réservé du président de la République. Ça ne passe pas à l'Assemblée nationale si vous ne mettez pas la pression pour qu'il y ait des débats là-dessus. Ça ne met même pas en débat. C'est avec le président de la République, domaine réservé, il peut déclarer la guerre, tout seul. Après, un mois après, il faut qu'il demande l'autorisation de l'Assemblée nationale pour la poursuivre. C'est quoi ce pays? Donc, à un moment donné, quand on est dans cette situation-là,
Ça veut dire d'abord, il faudra changer les règles, parce que ça ne peut pas être ça. Et puis c'est surtout qu'il a réussi à faire taire les citoyens français pour pas que les citoyens lui mettent la pression parce qu'il a un pouvoir. Contrairement à ce qu'on dit, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité ont un pouvoir. Certes, il y a le veto, mais on a le pouvoir de faire avancer des résolutions, etc. En plus, la plume française est reconnue comme étant on a des diplomates performants, quoi, de grande qualité. Alors, au service de quelle idée, de quelle personne, etc., c'est autre chose. Mais la qualité des diplomates français à l'ONU, elle n'est pas remise en cause. Même s'ils ont tout fait pour que la force des diplomates soit... Même s'ils avaient cassé le financement du Quai d'Orsay, même s'ils ont voulu casser le statut des diplomates, etc., l'école des diplomates, ça, ils ont essayé tout ça, justement pour garder cette puissance à l'Élysée. En fait, l'Élysée, c'était aussi le ministère des Affaires étrangères français. Ça, c'est un énorme problème dans notre pays. Et les pays de la région, ils en appellent, mais régulièrement. Si on avait les infos, mais ça se passe sur Internet aussi, on peut aller voir les interpellations des États. Le Qatar a interpellé l'ONU. Évidemment, il en appelle à l'ONU. Il en appelle pour faire respecter le droit international, pour condamner Israël, pour prendre des sanctions contre Israël, etc. Enfin, ça fait presque 2 ans qu'on est dans cette situation-là. Il n'y a toujours pas de sanctions internationales contre Israël. Il a fallu combien de semaines pour qu'une des sanctions internationales soient prises contre la Russie quand elle a envahi l'Ukraine. Et là, le 2 poids, 2 mesures. Quand vous mettez le doigt dessus, ils n'aiment pas. Mais il faut mettre le doigt dessus, ça fait mal, ça leur fait mal. Mais pourquoi d'un côté, on traite la question juste, on prend des sanctions contre un État qui envahit un autre État, etc. Et pourquoi c'est pas valable pour l'autre ? Comment les gens peuvent défendre ça? Comment les gens peuvent considérer que c'est juste? Et là, on gagne. Et là, on gagne. Ce que tu disais tout à l'heure, je pense qu'en voyant ça, on peut mobiliser les jeunes, les citoyens, les associations et tout. Je pense. Oui, c'est vrai, on n'a plus besoin de... Et je voulais revenir, en fait, effectivement, sur le droit international, malgré ses imperfections, en fait. Il reste le seul rempart contre la barbarie et contre la loi du plus fort. Et si on voit les attaques que Trump est en train de diriger envers les instances de droit international, c'est parce qu'effectivement, ça gêne les plus forts. En fait, en tout cas, même ils font ce qu'ils veulent faire, mais ça reste quand même une instance qu'ils sont en train de bafouer. Et aux yeux du reste du monde, c'est quelque chose qui va rester, comme tu dis, dans un deuxième temps. Et quand tu dis que les plus faibles, ils n'ont que le droit international, et tu as tout à fait raison. Et non seulement les officiels du Qatar en ont appelé au droit international, mais moi qui comprends aussi l'arabe, et je vois tous les reportages qui sont faits à Gaza ou au Yémen ou au Liban, la première chose en fait que le Kidam moyen demande, c'est la protection du droit international et l'application du droit international. Et donc, c'est vrai que, vu d'ici, nous, en France, on est le chantre en fait du droit et du droit international, et on ne fait rien. Et c'est vrai que c'est une position en fait pour la citoyenne française que je suis très délicate, et c'est de là en fait que vient mon espèce d'énergie de militante pour cette cause-là, parce que je trouve que c'est intenable. On ne peut pas se dire citoyen d'un pays démocratique qui se dit le cœur des droits de l'homme, et donc du droit international, et en même temps laisser faire tout ce qui se passe là-bas, alors que les peuples qui sont issus de pays assez faibles, sous-militarisés, parfois des dictatures sur place, leur seul rempart contre leurs dirigeants et contre Israël et les bombes américaines, c'est le droit international. Et c'est vrai que ça a été un silence terrible, en fait, pendant 2 ans. Et vous savez, après, je te redonnerai le micro, quand pour la première fois, l'Afrique du Sud a porté plainte auprès du tribunal international, tu sais que dans tous les pays arabes, les télés étaient grandes ouvertes dans les cafés pour suivre en direct le plaidoyer. Et donc, c'est un besoin de justice réelle. Et ce qui était très drôle, moi j'étais aussi en train de l'écouter, tu vois, sur Internet, par contre, parce qu'il n'y avait pas de café en France
qui le diffusait. Ni des télés. Ni des télés d'ailleurs. Et j'arrêtais pas d'envoyer le lien à tout le monde. Et quelle était ma tristesse d'avoir des retours. Pourquoi tu m'envoies ça? Mais parce que moi aussi j'y crois au droit international, si tu veux. Parce que moi je n'ai pas je n'ai pas de drone, je n'ai pas de F-16. Et ça doit être notre perspective de toute façon. Mais oui, c'est clair que c'était un moment de solitude intense en fait. Quand l'affaire était en train d'être plaidée et que autour de moi, même à l'université, même des collègues juristes, tu vois, ne voyaient pas l'importance historique de ce moment-là, en fait. Et c'était très décevant, si tu veux, Garde le micro, parce oui. que la prochaine question, je veux que tu commences à répondre toi, parce que je veux partir justement de toi, le regard que tu portes en tant que militante sur ça, pour arriver sur un regard plus institutionnel, en tout cas en tant qu'élu. Mais militant, non, mais oui, mais c'est pour ça que j'ai du mal à trouver le mot, tu vois, parce qu'évidemment, mais parce que Alexis posait la question de pourquoi les pays ne font pas mais vient souvent sur la table la question des États-Unis, la question de la France, la question des pays autour, qui défend quoi et comment. Et on voit que et je reviens aussi sur ce que tu disais au début, sur le temps qu'on a perdu en France, notamment pendant plusieurs mois, pour remettre la question coloniale au centre de la table, qui était confuse, qui était compliquée à comprendre pour tous les nouveaux arrivants sur cette question-là, parce qu'ils avaient peur sur l'antisémitisme, enfin, même nous, on s'est retrouvés. Moi, je me souviens quand tu étais là, d'ailleurs, quand tu avais fait la conférence, à devoir faire de l'éducation auprès de plus jeunes qui arrivaient, parce qu'ils arrivaient avec, ils comprenaient pas, ils mélangeaient un peu, et on était là, écoute, on va faire notre taf de militant, et puis c'est là où on va régler les choses, quoi. Je m'en souviens encore de toute cette période-là. Mais il y a quelque chose qui est central là-dedans. On revient sur des problématiques nord-sud, fascisme, communisme. Enfin, communisme, je dis pas ça pour le PC, je veux pas, voilà, ça chacun. Mais je veux dire, sur deux regards de la société et de faire du commun dans le monde, et pour moi, il y a deux choses qui traduisent ça, qui sont très immédiates avec le moment où on enregistre ça, parce que je sais pas, ça sortira bientôt ou dans 2 semaines, mais là, on est le 18 septembre. C'est-à-dire, c'est la seconde grande journée de mobilisation sociale. Il y a eu le 10 septembre et le 18 septembre, qui est un mouvement en plus assez massif. On voit au Havre, il y a eu des étudiants qui se sont mobilisés, des lycées bloqués qui ont convergé avec des syndicalistes, qui ont convergé avec des citoyens, avec des gens qui rentrent pas forcément dans le bain d'habitude parce qu'ils n'ont pas l'habitude, pas le courage et tout ça. Et on a eu, j'ai presque envie de dire, en antagonisme, il y a quelques jours de ça, en Grande-Bretagne, l'une des plus grandes manifestations anti-migrants d'Europe. Qui moi j'ai trouvé effroyable. Historiquement, je me dis on en arrive bientôt à l'anniversaire d'un certain fascisme en Europe et on est en train de le voir ressurgir pour cet anniversaire-là, et je me dis notre camp doit se réveiller. Il faut qu'on rattrape ce temps très très vite. Et on a vu très naturellement le drapeau palestinien partout pendant ces jours-là. Moi, je le vois, nous on reçoit souvent des commentaires, tu sais, dans les shorts qui peuvent circuler beaucoup, ça peut faire beaucoup de vues et tout ça. Des gens dépolitisés dire ah oui, parce que vous inculquez aux jeunes la question palestinienne, parce que si. Alors nous, oui. Mais c'est que souvent, quand on va rencontrer les jeunes, quand on va rencontrer les citoyens qu'on ne connaît pas d'habitude dans notre camp politique, c'est-à-dire c'est pas des militants depuis toujours, c'est pas des enfants de communistes ou des enfants d'insoumis non, c'est des nouveaux entrants dans la militance, et c'est une question qui leur tient à cœur. Et naturellement, ils vont dans notre camp. Et en face, on voit en Grande-Bretagne les drapeaux qui ont été, durant cette manifestation, et lorsqu'il y a des manifestations ici aussi fascistes en France, c'est le drapeau israélien. Et on voit qu'on se retrouve aussi dans une question idéologique qui dépasse Israël et Palestine. Et donc moi, je voulais avoir votre point de vue. Est-ce que toi, tu ressens ça sur le terrain aussi? Et toi aussi, évidemment. Alors moi, ce que je ressens sur le terrain, c'est qu'effectivement, il y a ce clivage idéologique entre une logique nationaliste fascisante qui exclut l'autre, qui met l'autre dans une catégorie complètement inconciliable avec le nous national, et d'un autre côté, une jeunesse en fait qui est plutôt internationaliste et qui
ne se voit pas uniquement comme issue d'un seul territoire avec une seule identité, et donc est beaucoup plus ouverte au dialogue et surtout pas seulement le dialogue, mais à se mettre à l'empathie et avec les autres. Et qui dit empathie dit justement cette indignation, parce qu'il n'est pas possible de se mettre à la place d'un Palestinien et de choisir le camp israélien, si tu veux. Mais pour revenir à ce regard plus général, il est évident qu'il y a une montée de pensée nationaliste, fascisante, et on l'a vu clairement, et c'était vraiment effrayant au Royaume-Uni, là, dans ces 110 000 manifestants brandissant le drapeau anglais, donc la croix de Saint-Georges, et certains brandissaient le drapeau israélien. Alors que c'est nouveau, en fait. Ça, c'est vraiment nouveau. Et le drapeau israélien, avec le gouvernement actuel, je dirais, devient la Mecque des extrêmes droites et des discours nationalistes, un peu comme un point de fierté. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est pour être fort, pour être nationaliste, pour être bien chez soi, eh ben, il faut suivre le modèle du gouvernement israélien actuel. Et c'est ça qui est en fait... Le RN sont allés les voir. Mais exactement. Et quand Netanyahou a fait des appels du pied aussi en France, en disant vous avez les mêmes problèmes dans vos... Exactement. Donc Gaza, ils vos quartiers. réactivent. Exactement. Ils sont en train de réactiver au sein de l'extrême droite européenne, et pas seulement française, cette espèce de guerre de civilisation. Nous sommes les Lumières avancées, suivez notre exemple pour vous sauver de l'obscurantisme arabe et musulman. Et donc on voit vraiment cette insistance sur le rôle joué par le gouvernement israélien dans la bouche de Netanyahou et ses ministres d'extrême droite fascistes et complètement religieusement illuminés. En fait, quand on les entend, on n'en a pas, heureusement, encore des exemples comme ça en France, mais à mon avis, ça ne saurait tarder. Mais quand on voit la fascination des extrêmes droites européennes face à ce gouvernement israélien, on a vraiment de quoi avoir peur, en fait. Et c'est vrai qu'il est temps qu'on se réveille et d'essayer de déconstruire, en fait, ce discours nationaliste fascisant du gouvernement de Netanyahou et de le resituer dans un langage chez nous, de dire que si jamais on avait un gouvernement comme celui de Netanyahou en France, qu'est-ce que ça donnerait ? Comment ça se traduirait sur le terrain ? Qui va être l'ennemi à abattre? Qui va être le Gazaoui qui sera terroriste, peu importe ce qu'il fasse? Est-ce qu'on ne le voit pas déjà un petit peu? Un peu, en fait, voilà. Mais justement. Mais je le dis, mais c'est vrai que c'est une réelle sonnette d'alarme. D'essayer, mais je ne sais pas, j'ai pas la formule magique, de comment essayer de couper l'herbe sous les pieds des discours d'extrême droite qui prospèrent sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai des jeunes gamins et ils sont sur TikTok et machin. Ils m'ont montré leur flot, en fait. Il y a énormément une banalisation du discours de l'extrême droite, une banalisation de l'altérisation de l'autre. L'autre, parce qu'il est autre, il est nécessairement différent, il est nécessairement inférieur et il est nécessairement à écarter et à ne pas inclure, en fait. Et c'est vrai que moi, c'est aussi ma militance, on va dire, porte également sur ces aspects-là. Parce que ce discours d'exclusion qui commence à se normaliser dans nos sociétés, parfois je l'entends même chez des étudiants, donc c'est quelque chose contre lequel il faut absolument qu'on se mobilise et on continue à se mobiliser. Et la fenêtre d'Overton, c'est beaucoup ouvert à droite. Donc nous, on doit rattraper à gauche. Et oui. par contre, moi, ce que je vois, parce que je veux pas être défaitiste, j'entends souvent ça en ce moment, et en plus, je suis d'accord, mais je veux pas être défaitiste. Oui, mais je ne le suis pas non plus. Voilà, moi. Attention. Non, mais je sais. Mais on n'a aussi jamais eu, je trouve, une jeunesse de gauche qui arrive. Exactement. Enfin, moi, les discours que j'avais dans ma jeunesse, où je me situe dans un champ plus de la gauche radicale, moi, j'étais vu comme un fou à l'époque. Et aujourd'hui, j'arrive à trouver des camarades qui me considèrent tout à fait sensé et normal. Non, mais c'est vrai, dans la jeunesse, beaucoup plus. Donc, moi, ça me donne espoir aussi. Et moi, je pense que les meilleures façons de lutter contre cet avènement du fascisme et de cette hégémonie fasciste, c'est aussi dans notre camp. Parce que, moi, je pense que là, on est en train de faire le bilan et c'est bien, c'est super. Tu vois, notre grand camp de la gauche est en train de faire ce bilan-là. On est passé par les périodes Hollande où, face à des peurs du pays, des moments difficiles qu'on a vécu face aux attentats et tout ça, c'est quand même par un gouvernement du PS qu'à l'Assemblée nationale est rentré
le débat sur la déchéance de nationalité. Nous, on était là, c'est impossible. On ne peut pas faire entrer une idée fasciste dans l'Assemblée nationale à travers la gauche. Vous êtes en train de nous tirer une balle pendant longtemps et vous êtes en train de les inviter à rentrer. Nous, moi, je me rappelle déjà à l'époque, moi, je viens du Pays Basque, donc c'était au Pays Basque. Nous, ça nous avait atterré parce qu'on voyait les années perdues. Juste avec cette décision-là. Et aujourd'hui, on en paye le prix. Il ne peut pas avoir une représentante de gauche sur un plateau de grande écoute qui dit moi, je défends la Palestine, je sais pas, oui, je suis dans les manifestations, mais il faudrait qu'on arrête de crier Allah Akbar dans une manifestation pour la Palestine, parce que vraiment, c'est des propos inacceptables. Et je me dis, ok, là, on paye tout ça. Et moi aussi, je tiens à le dire aussi, parce que nous, on peut avoir nos critiques envers tous les partis, y compris envers le PC, mais c'est aussi important pour moi aussi de recevoir aujourd'hui Nada, qui est sur la lutte, qui a repris à l'époque, quand ça a repris avec l'impératif qu'il y avait, et Jean-Paul qui, lui, depuis toujours, en termes sur l'histoire de l'Assemblée nationale, sur tout le travail qu'il a fait, je vous invite à le suivre, a été carré, a été un phare pour la lutte pour la Palestine en termes en tant que représentant à l'Assemblée nationale. Pour nous, c'était vraiment un rendez-vous très important avec Alexis, où quand on a commencé les Faucons en cause, on s'est dit on fait 2-3 émissions pour se roder, mais là, il y a la rentrée, il y a la Palestine, on invite le collectif Palestine, et on voulait t'avoir toi, Nada, mais parce qu'on t'aime beaucoup, et on invite Jean-Paul parce que pour nous, c'était très important. Jean-Paul, sur cette question justement idéologique du fascisme face à un regard plus internationaliste, qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi? Quel est ton ressenti avec tes collègues et au sein de la gauche et au sein de la droite aussi? Moi déjà, je trouvais que à l'Assemblée nationale, quand j'ai écouté les députés du Rassemblement national, je trouvais que ça sonnait faux. Quand je connais leur histoire, ils sont héritiers d'une pensée et de porter le soutien à Israël, de se présenter comme les plus grands défenseurs du peuple juif. Pour moi, ça sonnait faux. Historiquement, ça sonnait faux. Et là, je me suis dit, mais quel est le point commun entre ces gens-là et Israël? Eh ben, c'est le fascisme. Attends, je te coupe juste 2 secondes. Il y a Nada qui doit partir. Avec les jeux. Voilà. Mais avant que tu partes, je voulais au moins te remercier. Merci beaucoup. Et donc Nada est là. Vous avez entendu le discours qu'elle porte et la voix qu'elle est et à quel point elle travaille aussi à convaincre des gens. Si vous avez des questions, quoi. Si vous voulez aider la question palestinienne au Havre, que vous ne savez pas quoi faire, que vous vous sentez face à un si grand désastre, on peut se sentir très démuni de sa petite place en France au Havre, ne pas savoir quoi faire. Allez rejoindre le collectif Palestine, allez parler à Nada et allez parler à ses camarades et ils auront plein de réponses à vous donner et comment vous inclure dans la lutte et vous ne serez pas de trop. Voilà, oui, je te laisse. Tout à fait. Merci. Donc n'hésitez pas, lundi, en fait, on se réunit tous les lundis à 18h. Vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook ou on mettra tous les réseaux en dessous de la vidéo. Et puis on vous dira où on se retrouve parce que ça bouge un peu, c'est pas toujours le même endroit. Donc à 18h tous les lundis pour faire quelque chose avec nous. Et je suis désolée, je dois partir. Mais non, ça va. Merci beaucoup pour ton temps, Nada. C'était super. Je vais la rejoindre bientôt. Non, moi je disais que le point commun qu'il y a entre Israël, justement le gouvernement israélien, et le Rassemblement national, c'est justement le fascisme qui les rassemble. C'est pas l'histoire. C'est pas voilà. Au contraire, ça devrait les diviser. Ça devrait les Juifs israéliens devraient haïr le Rassemblement national sur la base historique. Et là, ils font ami parce qu'ils ont ce point commun de la haine du musulman, de l'arabe, etc. Et là, ça doit vraiment nous interpeller sur les grandes questions. Quand je vois des images, tout à l'heure, je vous parlais de Meir Habib, avec Zemmour, enfin voilà, on voit qui ils sont. Et c'est cette idée-là qui gagne. Bardella, ils se font la bise. Ouais. Et ces idées-là progressent, alors qu'on a. Tout à l'heure, je parlais de l'Afrique du Sud et de mon combat de jeunes contre l'apartheid, etc. L'idéologie avait gagné à ce moment-là. Les idées progressistes avaient gagné. On avait réussi par l'engagement des peuples. Et quand j'entendais le Premier ministre espagnol, lors de la dernière manifestation, expliquer que Israël ne peut plus être dans les équipes de sport, ne peut plus être dans les compétitions sportives, ne peut pas, que l'Espagne est prête à boycotter l'Eurovision
s'il y a des chanteurs israéliens, etc. Mais c'était exactement ce qui a fait qu'on a fait tomber l'apartheid en Afrique du Sud. C'est qu'à un moment donné, les citoyens du monde, sur les aspects culturels, les aspects sportifs, etc., parce que justement, le monde économique n'avait pas su le faire, business is business, on est prêt à faire avec n'importe qui, le monde politique était impuissant aussi, et c'est justement ces citoyens, ces chanteurs, ces sportifs qui ont dit « j'irai pas matcher là-bas, j'irai pas », etc., et ça a fait basculer, ça a isolé l'Afrique du Sud, etc. Et bien c'est la même chose qu'il faut faire avec Israël. C'est-à-dire qu'il faut que les citoyens s'en mêlent et que l'on ne réponde pas aux sirènes du fascisme, mais qu'au contraire, on reprenne le flambeau des Lumières, etc., et que l'on porte des idées où on doit pouvoir vivre ensemble, et que cette planète, elle sera bientôt compliquée à vivre, et qu'on sera bientôt obligé de vivre ensemble, et de vivre heureux ensemble. Et nous, si ce n'est pas nous qui portons ça, qui va le porter? Et donc le combat antifasciste fait partie justement de ces combats humanistes du futur, de ces combats écologistes du futur. L'antifascisme, c'est aussi ça, c'est protégeons la planète, nous vivrons ensemble. Il y a des questions climatiques qui vont se poser, il va y avoir des réfugiés climatiques, ils auront n'importe quelle couleur, n'importe quelle religion, et il faudra vivre avec eux. Et puis nos concitoyens qui sont dans des territoires d'outre-mer, qui voudront rester dans la région, on sera bien content si leurs îles passent sous les eaux, qu'ils puissent aller dans un pays frontalier, etc., qui ne sera peut-être pas la France, mais qui leur permettra aussi de les accueillir et de vivre ensemble. C'est ça, c'est pas... Il faut combattre ces idées fascistes, et je pense que... Enfin, moi, je suis à la fois inquiet, je pense que le combat et puis en plein d'espoir aussi, parce que justement, parce que la jeunesse, parce que des peuples se réveillent, parce que et mon combat, moi je suis citoyen français, élu français, etc. Je considère que mon boulot il est là. Des fois, j'aurais envie d'aller vivre ailleurs tellement c'est plus agréable, ça paraît plus agréable. Mais en tant que combattant, je me dis que le combat, il doit être mené ici. On doit tous le mener ici. Parce que on a une responsabilité, il faut la porter. J'utilise souvent ce mot, mais il faut la porter. Et je pense vraiment, moi j'ai sollicité au bureau de la Commission des Affaires étrangères qui va se réunir. On n'a toujours pas mis la question, on n'a pas mis la question à la Commission des Affaires étrangères de la protection des Palestiniens, par exemple, à l'Assemblée nationale. Donc je demande qu'on la mette à l'ordre du jour. Ils ont réduit le temps de parole, c'est pas par hasard. Vous avez parlé tout à l'heure de mes actions et des prises de parole. Si vous regardez le temps que je prends la parole, c'est incroyable par rapport aux 1 minute 30 secondes qu'on m'autorise maintenant par commission. Enfin, c'est tout ça. C'est vrai que les prises de parole sont beaucoup plus longues à l'époque. Mais bien sûr, c'était... la présidente de la commission qui est décédée, là, qui était du MoDem, et on pouvait exprimer des idées, on pouvait. Là, ils ont réduit ces règles sous prétexte qu'il y a trop de groupes et tout. Et en fait, c'est pas sous prétexte qu'il y a trop de groupes, c'est parce que il faut surtout pas laisser du temps pour démontrer une thèse, pour contrer une thèse, etc. Et pour combattre le fascisme, il faut prendre le temps de démontrer qui ils sont, etc. Parce qu'ils ont des médias, ils ont des outils, et si vous n'avez pas l'espace démocratique pour le faire, qu'ils essayent de réduire, eh bien, vous ne pouvez pas, pouvez pas le faire. En plus, maintenant, c'est devenu aussi leur tribune. À eux aussi, à nous, mais à eux aussi. Et donc, on est dans cette situation-là. Moi, je pense que le mot mobilisation, rassemblement des citoyens et le combat des Palestiniens, c'est notre combat. C'est le combat pour notre jeunesse aussi. C'est-à-dire sauver les Palestiniens, c'est aussi sauver la liberté, c'est aussi sauver les espaces démocratiques, c'est aussi sauver la jeunesse du monde, parce que c'est la jeunesse palestinienne. Et je pense que nos enfants, nous regarderons dans l'avenir, et quand tout à l'heure je disais la justice ça met du temps, etc., mais quand il y aura il y aura peut-être un Nuremberg de Netanyahou, d'Israël, peut-être même des binationaux, des franco-israéliens qui sont allés assassiner sur ordre. Il y en a qui commencent à dire qu'il faut désobéir. Et cela, il faut aussi, dans le combat, il faut aussi soutenir ceux qui ont le courage en Israël de dire il faut désobéir aux ordres du Premier ministre. Moi, je veux aussi soutenir ces Israéliens-là parce qu'ils prennent conscience des crimes qu'on leur fait faire au nom d'une idéologie fasciste et ils veulent s'en écarter. Et voilà, et ça, c'est porteur d'espoir d'avoir des gens comme ça qui réagissent. Ben, merci beaucoup.
Merci. À vous. Mais C'était passionnant. vas-y, je te laisse faire la conclusion, j'étais là. Ah bah, merci à vous d'avoir été là et d'avoir regardé ces 1h30 de débat. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Faut qu'on en cause. Et on reparle bientôt de la Palestine aussi. Parce que On en reparlera, c'est sûr. Eh bien, nickel. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci. Hop.